C'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce numéro 3 de Décodage immédiat, décodage des médias Internet sous l'angle spiritualité et divulgation. Donc ce soir, nous avons Cindy. Bonsoir Cindy. Bonsoir à tous. Et Jonathan du site Exoportail. Bonsoir. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va. Ça va? Pas trop Ça va aussi. Moi non plus, je suis plus malade. Pareil, presque plus. Ouais, ça secoue en ce moment les énergies. Alors, je vais vous montrer l'agenda de ce soir. Je vais faire un petit partage. Donc, ce soir, nous allons vous parler d'une nouvelle attaque en toile de fond sur l'homéopathie, d'une déclaration de Trump sur l'arnaque du vaccin contre la grippe et un petit rappel sur le procès au pénal là, qui est en cours pour les 11 vaccins. Jonathan va nous parler de l'affaire Jérém Star. On vous parlera du vol historique qui a eu lieu sur les crypto-monnaies, les évolutions de la situation syrienne et la Turquie. Et puis pour finir sur de belles énergies avec Cindy, on parlera de méditation et un hommage à Isis Astara qui est la compagne du contacté Cobra. On vous rappellera rapidement qui sont ces personnages. Donc voilà pour ce soir. Alors on est parti. Excuse-moi, je vais faire une micro-aparté, mais qui n'était pas prévu dans le truc. Comme on parlait qu'on était tous les deux malades, là, vous avez vu l'histoire de la pandémie, la grippe, là, aux États-Unis? Vous avez suivi ça? J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux un petit peu. Il y a énormément, mais vraiment énormément d'États touchés par le virus de la grippe aux États-Unis. Et apparemment, c'est ultra massif. J'ai vu une carte. C'est sûrement fait exprès pour faire des campagnes de vaccination, justement, comme il y avait eu la grippe en France à Quinquennat. Alors, on n'a pas travaillé la transition, mais en fait, balancer des virus comme ça dans l'atmosphère, c'est un très bon moyen de contrecarrer justement les déclarations de Trump, puisque Trump s'est encore lâché. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Alors, je pourrais peut-être, je ne sais pas si je vais vous partager je vais vous donner le contenu de sa déclaration. En fait, il a été interrogé sur une radio et pour savoir s'il avait reçu le vaccin contre la grippe. Et alors, ce fripon, qui est évidemment le roi des fake news, comme chacun le sait, il a dit « Je n'ai jamais été vacciné contre la grippe et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu la grippe. Je n'aime pas l'idée d'injecter des trucs malsains dans le corps et c'est essentiellement ce qu'ils font, sous-entendu avec le vaccin. » Et pour commencer, celui-ci, le dernier vaccin antigrippal, n'a pas été très efficace. Alors, quand un président des États-Unis dit un truc pareil, moi, si je suis patron d'un labo, je sonne l'alerte rouge et j'envoie tous les avions militaires au-dessus des États-Unis pour lâcher massivement des virus de la grippe pour montrer aux gens qu'il faut se faire vacciner contre la grippe et ne pas écouter les fake news de ce mauvais président. Vive les chemtrails. Alors, en l'occurrence, on a fait une petite conférence avec Philippe Gendroc. C'était la semaine dernière. On vous mettra le lien aussi de cette vidéo. On vous encourage vivement à la voir. C'est un brillant réquisitoire justement sur la confiscation de la santé par les labos. Et il parle notamment de cette déclaration de Trump. Alors, il nous parle aussi d'une déclaration de Melania Trump, qui est la femme de Trump, qui aurait dit qu'elle interdisait les personnes au sein de la Maison Blanche de se faire vacciner contre la grippe. Alors, autant sur la première déclaration de Trump, il y a bien des preuves audio. On ne peut pas le nier, on ne peut pas dire que c'est du fake news. Par contre, autant sur la déclaration de Melania, c'est un petit peu plus compliqué cette affaire. Et on se demande si justement, ce n'est pas une fake news qui a été lancée pour essayer de discréditer la première. Voilà, c'est une hypothèse. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. Alors, cette histoire-là de Trump, là, qui, pour rebondir, c'est pas du tout une lubie de sa part, hein, parce que ça a été documenté et déclassifié. C'est-à-dire qu'il y a, je sais plus quelle agence de renseignement avait, dans les années 60-70, mais ça prend avec des gros pincettes parce que j'ai pas la référence précise sous les yeux, où au-dessus d'un comté ou d'un État, en fait, ils avaient balancé pendant plusieurs jours, voire une grosse semaine, un virus par voie aérienne, en fait, par les avions, quoi. Et ça avait été déclassifié il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est une technique que malheureusement des gens employés et connus. Ah ouais, ils ont fait plein d'expériences de ce type-là.
Comme l'expérience de larguer du LSD au-dessus du village de Pont-Saint-Esprit, là, dont on a parlé à la dernière conférence d'ailleurs, je ne sais pas si tu Ah te oui, souviens. oui. Il n'y a pas que des virus, il largue des produits aussi pour voir un petit peu les effets que ça peut faire. C'était pareil, c'est la CIA qui a fait ça et ça a fini par être déclassifié, mais c'est pas des blagues. Donc voilà, dans le domaine de la santé, je voulais aussi vous parler d'une attaque en lame de fond là, sur l'homéopathie. En fait, le Conseil scientifique des académies des sciences européennes, attention, hein, donc ça a l'air d'être du sérieux, hein, pointe l'inefficacité de l'homéopathie et demande le non-remboursement de celle-ci dans un rapport publié. Alors, excusez-moi, hein, c'est le 29 septembre 2017. Bon, on est le 29 janvier 2018. J'avoue que je m'y prends avec un petit peu de retard, mais en l'occurrence, c'est un travail de fond qu'ils sont en train de mener parce que justement, les médias reprennent ça petit à petit pour essayer de décrédibiliser les médicaments homéopathiques. L'objectif étant de les dérembourser. Et qui dit dérembourser dit changer les pratiques des malades pour qu'ils se tournent vers des produits plus chimiques. Donc voilà, bon, c'est pas la première attaque contre l'homéopathie, il y en a eu plein, il y en a de façon récurrente. Mais après l'attaque qu'on a eue sur les vaccins avec la nouvelle obligation vaccinale, ben voilà, le projet, l'agenda néfaste sur la santé continue avec cette attaque sur l'homéopathie. Et alors, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, on vous mettra le lien aussi, mais il y a une pétition qui circule. Donc, bon, bien sûr, c'est une pétition. Pour l'instant, ce n'est qu'une pétition, mais qui fait quand même 130 000 signataires à peu près au jour d'aujourd'hui, à l'attention d'Agnès Buzyn, voilà, pour justement protester contre cet état de fait. Et alors, dernier point. Oui, pardon. Il y a combien de personnes là pour le moment sur sur l'action, tu sais, l'action pour aller en justice contre les 11 vaccins, en gros. Voilà, ben justement, j'allais faire la transition là-dessus. Donc, par rapport aux 11 vaccins obligatoires, non, mais donc on en a parlé à notre dernier décodage immédiat. Il y avait 800 signataires prêts, donc 600 personnes prêtes à déposer une plainte au pénal contre X pour empoisonnement par rapport aux 11 vaccins. Et donc là, on a dépassé les 1000. Donc voilà, donc ça progresse et c'est très très bien que les personnes résistent contre voilà, cette attaque à l'intégrité des enfants. Alors, on peut d'ailleurs préciser que ces 11 vaccins obligatoires, en réalité, tenez-vous bien, ce sont 73 vaccins. Pourquoi 73 vaccins? Parce que c'est 73 valences et injections qui vont être faites dans les muscles pour réaliser l'objectif de 11 vaccins. En réalité, il y a 73 valences qui sont injectées en plusieurs fois. Et voilà, sur 800 000 nourrissons à naître en France en 2018, avec tout ce que ça comporte de métaux lourds neurotoxiques comme l'aluminium, le mercure, autres substances chimiques, formol, etc. Donc voilà ce à quoi ils veulent nous obliger. Donc il est normal que les Français résistent. Donc voilà pour le volet santé. Alors pour changer un petit peu de volet, mais c'est pas très réjouissant non plus. Tu voulais nous parler de l'affaire Jérém Star, Jonathan? Oui, bon, ça peut paraître un peu people pour ceux qui connaissent l'affaire en cours là. Donc pour ceux qui connaissent pas, Jérém Star, de son vrai nom Jérémy Guislecon, est un célèbre chroniqueur donc sur Internet, d'abord sur Internet et qui a ensuite été coopté dans l'émission quand même de Thierry Ardisson sur C8, je crois que ça s'appelle Les Terriens du dimanche, un truc comme ça. Bon, faut oublier que C8 aussi, c'est là où passe notre star nationale Cyril Hanouna, pour te décrire un peu le niveau. Et il s'est passé que le scandale est parti à partir de Twitter, c'est-à-dire qu'un des adolescents, parce que c'est un mineur, un des adolescents que Jérém Star a essayé a lancé des appels, comment est-ce qu'on pourrait formuler ça, des appels pour l'inviter à des soirées où il allait être une sorte d'objet sexuel, quoi. Très très clairement, j'ai mis tout ce qu'il y a dans l'article et c'est assez cru et direct. C'est très équivoque. Cet adolescent en fait a balancé tous les messages audio, les messages téléphoniques ou sur Twitter, etc. Il les a balancés en face publique. Donc ça a commencé à créer un remous. Alors le truc aurait pu s'arrêter là, sauf que ce Jérém Star en fait a des connexions avec notamment
des réalisateurs de films pédopornographiques, dont un a été condamné pour prison ferme pour 3 ans, hein, je précise seulement 3 ans. Et on voit qu'il y a des connexions, comme j'ai mis dans l'article, il y a des connexions entre ce fameux réalisateur qui est appelé de son surnom Babar et de son vrai nom Cyril Logan. Cyril Logan, donc, qui est ami avec ce Bernard à la Petite, donc ce réalisateur de films qui a écopé de 3 ans de prison ferme. Il y a des connexions entre ce réalisateur, Babar, et Bernard-Henri Lévy, etc. Donc on commence à toucher à des sphères très, très élitistes. Et voilà, je pense que c'est quand même important de préciser ça et qu'on touche probablement à la pointe d'iceberg d'un réseau pédocriminel. Et lorsque j'ai posté l'article, j'ai eu la surprise que quelqu'un me contacte, alors je garderai son anonymat, mais que quelqu'un me contacte par Facebook en me disant qu'il connaissait cette histoire, qu'il les avait côtoyés et qu'il avait potentiellement des informations à me donner. Donc j'ai passé une petite heure dans l'après-midi au téléphone avec lui. Et il m'a corroboré. Alors, il pouvait pas tout me corroborer parce qu'il les a côtoyés grosso modo que 2 ans. Je précise qu'il n'a pas participé aux soirées qui étaient organisées dans certaines villas on va l'appeler par son surnom, de ce Babar ou de l'autre du réalisateur en question. Donc, il n'a pas participé aux soirées orgies avec mêlant mineurs et majeurs fortement avec un âge bien avancé. Mais il les a côtoyés tout de même pendant 2 ans, donc dans des sorties au resto, etc., dans des voyages. Et il m'a corroboré qu'il avait vu, certaines choses, c'est-à-dire que les gens incriminés qui avaient drogué des mineurs, tu vois, en fait, il leur fait prendre une pilule, puis les jeunes sont drogués. Alors, je ne sais pas si c'est du GHB ou autre, il ne pouvait pas, malgré... bon, là, je vais me taire sur ce détail. Malgré quelques connaissances, en fait, il n'avait pas du tout... pu savoir quelle drogue ils avaient utilisé, mais il avait vu que des pilules leur avaient été données et qu'après ils étaient drogués. Donc il voyait après que certaines choses commençaient à partir en cacahuète. Donc là, il s'est fortement brouillé avec eux, il est parti et tout. Et voilà. Donc il y a certaines choses qui m'ont été corroborées dans ce sens-là et d'autres informations qui m'ont été données, mais j'attends de pouvoir les recouper et les vérifier, etc. Donc j'en parlerai peut-être plus tard. Ok. Bon, à rapprocher de tout ce qui sort en termes de pédocriminalité en ce moment, donc il y a l'affaire du Pizzagate, évidemment, dont tout le monde a plus ou moins entendu parler, qui n'est pas une fake news. Il y a l'affaire autour de Corey Feldman et Hollywood. Corey Feldman qui fait des révélations sur le problème principal d'Hollywood, c'est la pédocriminalité. Enfin, et puis tout récemment, dont on a parlé la dernière fois, c'est l'affaire Dylan Farrow, qui accuse à nouveau son père d'agression sexuelle. Donc son père adoptif, étant le célèbre metteur en scène, pardon, ça y est, le nom m'échappe. Woody Allen. Woody Allen, voilà. Enfin bref, toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment autour de cette pédocriminalité. C'est ça. Et ce qu'il en dépeint dans mon article et ce qui est confirmé par le contact que j'ai eu cet après-midi, c'est que c'est pas du tout de l'aspect légal, bien sûr, et criminel, mais que c'est pas du tout quelque chose d'isolé, c'est quelque chose de structuré. Et lui m'a parlé, il a vu un réseau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour des fonctions, tu vois, des rabatteurs, etc., des gens qui vont chercher des mineurs par certains réseaux sociaux, par certains moyens électroniques. Et d'autres plus 3D, plus concrets. Et en fait, il leur promet des carottes, il leur promet de faire passer dans certains radios, il leur promet d'être chroniqueur ceci, cela, etc. Enfin bon, c'est toujours la carotte, une carotte d'une façon ou d'une autre. Et comme échange... à Hollywood, hein. À Hollywood, la carotte, c'est la célébrité, en fait. Hein. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est toujours le même système, sauf à des degrés, à des échelles différentes. Et donc, les mômes, parce qu'on les appelle comme ça, hein, c'est des jeunes ados, ils viennent dans des soirées, etc. Et puis qu'on s'entend ou pas, parfois ça se fait sans être drogué, et puis sinon ils sont drogués, et puis ils sont abusés. Bon, on va essayer de changer un peu de sujet. Alors, qu'est-ce qui fait tourner le monde? Le sexe et l'argent. Donc, on va changer un peu de sujet, on va parler d'argent. On a évoqué le sujet des crypto-monnaies lors de notre dernier décodage immédiat.
Moi, je voudrais vous rappeler justement un événement là qui a eu lieu très récemment, le 26 janvier. C'était le plus grand vol jamais réalisé de crypto-monnaies, donc 430 millions d'euros qui ont disparu d'une plateforme de trading. Donc c'est la crypto-monnaie NEM. C'est quand même pourquoi je voulais parler de ça, parce que ça pourrait, enfin il y a une véritable guerre financière aujourd'hui. La crypto-monnaie, elle est pas née de ce qu'on appelle la cabale ou de la réserve fédérale. Hein. La crypto-monnaie est née plutôt des pays de l'Alliance. Et donc il y a une véritable guerre financière autour de ça. Et donc une attaque sécurité, en l'occurrence, pour dérober des crypto-monnaies, tente bien sûr de décrédibiliser les crypto-monnaies. Mais quand on y regarde de plus près, en fait, c'est pas du tout la technologie de la blockchain qui est la base de la crypto-monnaie qui est mis en cause, mais plutôt la plateforme d'échange qui sert justement aux traders à s'échanger. Alors là, en l'occurrence, c'est pas des bitcoins, mais c'est crypto-monnaies. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, cet événement met en exergue le manque de sécurisation des plateformes d'échange. Et je vous le donne en mille, c'est quoi aujourd'hui une plateforme d'échange qui échange de la monnaie? Vous appelez ça comment? Non, mais je sais pas, vous savez? Des banques. Pardon? Non. Une banque, Ah. merci Cindy. Ça s'appelle une banque. Je rêve d'une banque. Or, jusqu'à présent, les crypto-monnaies fonctionnent en dehors du circuit des banques, et c'est bien ce qui pose le problème, justement, à la Réserve fédérale ou à d'autres. Et peut-être que derrière cet événement, les banques voudraient se réapproprier les crypto-monnaies en montrant que les plateformes d'échange sur Internet sont bien mal sécurisées et vous allez perdre toutes vos économies si vous continuez à travailler en dehors des banques. Donc, revenez à vos bonnes vieilles banques, les amis. Voilà. Encore une manière de manipuler les êtres humains. Peut-être bien. Problème, réaction, solution. Quoi. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais ouais, d'accord. Ça, c'est. D'ailleurs, ils les accusent les crypto-monnaies en gros de faire du blanchiment d'argent, quoi, que ça sert essentiellement à ça. Alors, à l'origine, effectivement, ça a pas mal servi à ça, semble-t-il, mais aujourd'hui, d'après les spécialistes, ce sont des volumes d'échanges qui sont devenus minoritaires par rapport aux échanges légitimes. Alors après, il faudrait regarder un peu dans le détail, mais ça sert toujours à blanchir de l'argent, en effet. Alors, action, réaction, solution. On n'a pas un petit peu la même chose en Syrie, là, avec la Syrie et la Turquie, non? Ouais, si on veut, ouais, faut savoir que, je pense qu'on est à peu près tous au courant que Daesh s'est fait botter les fesses avec l'armée syrienne et accompagné surtout des Russes. Bon, ils estiment des poches de résistance qui, cumulées, fait entre 8 et 10 000 hommes, je crois, si j'ai bien lu. Donc ça reste quand même largement pas négligeable, mais ça n'a rien à voir avec Daesh il y a un an. Hein. Ça n'a aucune comparaison. Par contre, les Américains ont entamé un plan B. Enfin, quand on dit les Américains, on va pas amalgamer le truc, mais c'est-à-dire la faction cabale de l'armée américaine, on va dire en gros la faction négative de la CIA et d'autres agences de renseignement, ont enclenché un plan B, c'est-à-dire de miser maintenant sur les Kurdes syriens. Donc les armer, les soutenir, etc. Et puis se servir d'eux pour essayer de partitionner la Syrie, parce que ça a toujours été leur but, hein, de toute manière. C'est le cas avec la Syrie, ça a été le cas avec la Libye, avec l'Irak, etc. C'est de partitionner le pays pour détruire toute son infrastructure et toute son intégrité et son indépendance. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et patatras, Erdogan annonce le 20 janvier 2018 son opération Rameau d'Olivier, et il lance une grande opération, une offensive militaire pour aller casser du Kurde. Donc ça ne plaît pas aux Américains, ça ne plaît pas à Macron, il s'est dit très préoccupé, etc. Et le problème avec Erdogan, c'est que ça a été au fur et à mesure de 3 ans, ça a été un peu une girouette. Hein. Un coup, il était aligné plus aligné du côté de l'Est, tu vois, du côté, on va dire, la vision stratégique et géopolitique russe et chinoise. Je parle spécifiquement pour la problématique syrienne. Hein. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et puis sinon, peut-être 2 mois après un événement ou autre,
il était plus aligné du côté américain, quoi. Donc, il a fait sa girouette, je pense, un bon nombre de fois, 4 ou 5 fois comme ça, pendant au moins 3 ans. Et voilà, donc c'est compliqué de lire dans son jeu. Moi-même, je suis pas certain de pouvoir affirmer quoi que ce soit sur ce sujet-là. Je vais juste vous présenter un petit peu des faits. Donc, il a annoncé cette opération le 20 janvier. Le 22 janvier, il a commencé son opération, donc contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Alors, le 22 janvier, la même journée, pour calmer le jeu, Erdogan a annoncé que ça a été fait en concertation avec la Russie. Ok, la Russie, le problème c'est que la Russie, 2 jours plus tard, s'est dit très préoccupée et a appelé la Turquie à de la retenue. Bon, le même jour, selon le journal Zaman, le Premier ministre turc a fait savoir qu'Ankara n'était pas directement en contact avec Damas, mais avait communiqué avec ces derniers via la Russie pour son offensive, donc qu'il y a eu une forme de concertation. Pourtant, le ministre syrien des Affaires étrangères a démenti toute prise de contact. Après, on a eu d'autres informations provenant de l'agence publique syrienne Sana, en disant que Damas condamne fermement l'agression turque, qui constitue l'agression turque sur la ville d'Afrin, qui constitue une partie intrinsèque du territoire syrien, donc une agression de son territoire. Le chef de la diplomatie turque a appelé le 27 janvier les États-Unis à retirer immédiatement leurs militaires déployés à Minbej, ville du nord de la Syrie contrôlée par une milice kurde, donc ceux contre qui ils ont lancé l'opération. Et donc voilà, ça c'est pour montrer un peu les contradictions, c'est-à-dire qu'à la fois on sent une velléité contre les Kurdes, contre les États-Unis. En même temps, dans certaines informations, on voit qu'ils sont concertés avec la Russie, avec la Syrie. D'autres informations qui laissent penser que ça n'a pas été le cas. Donc c'est très très compliqué d'y voir clair dans cette histoire. Mais attends, ils veulent foutre leur merde, non? C'est pas ça tout simplement. Pardonnez-moi l'expression un peu Non, vas-y, lâche-toi. Après ton analyse fine et documentée, mais est-ce que, enfin, je suis désolé, mais Erdogan, c'est un représentant de la Kabbale à proprement parler. Donc, est-ce qu'il n'est pas là pour essayer justement d'attiser un petit peu maintenant que les choses se sont un petit peu calmées en Syrie, et comme il y a encore toujours un vortex énergétique très fort en Syrie, est-ce qu'il n'y a pas encore une volonté de réactiver le conflit, tout simplement? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut chercher loin, loin, loin? Eh ben, oui, je crois qu'il faut chercher loin. Parce que, la chose qui est factuelle, c'est que la Turquie, depuis 1952, c'est un pays de l'OTAN. Hein. C'est un des premiers, mis à part les tout premiers de base qui ont formé, je crois, 3 ou 4 ans avant l'OTAN. En 1952, c'est la Grèce et la Turquie qui ont suivi. Donc voilà, c'est vraiment très ancien. Et je crois que c'est le deuxième pays dans l'OTAN qui a le plus de bases de l'OTAN dans son pays. Donc, en termes d'influence, en termes pragmatiquement parlant, avec les bases implantées dans son pays, il est totalement verrouillé par l'OTAN. C'est un pays qui, de base, ne fait pas ce qu'il veut. Et on l'a bien vu au début du conflit syrien. Il a fait des déclarations comme quoi Bachar al-Assad devait dégager, que c'était un tyran, terroriste, etc. Voilà, il était très très aligné sur la vision américano-sioniste du conflit, quoi, américaine et israélienne. Et au fur et à mesure des années, surtout depuis deux événements, surtout depuis que les Russes ont débarqué en septembre 2015 pour donner un coup de main au régime légitime syrien, donc de Bachar al-Assad. Surtout depuis cet événement et surtout depuis le deuxième événement, c'est-à-dire c'était il y a 2 étés, je crois bien. C'est le coup d'État qui avait été avorté, qui avait foiré en Turquie pour virer Erdogan. Ouais, on s'en souvient bien. Voilà. Et ça avait capoté. Et depuis ces 2 événements en particulier, il y a eu d'autres événements mineurs, mais surtout depuis ces deux événements majeurs, Erdogan a doucement glissé vers une grille géopolitique plus axée sur la Russie et sur la Chine. Et accessoirement, étonnamment, sur l'Iran, alors que les relations historiquement entre la Turquie et l'Iran, c'est pas chaud. Et pourtant, il y a eu même ces dernières semaines des rencontres officielles entre les dirigeants, les ministres des Affaires étrangères turcs et iraniens. La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce qui tient les ficelles de la petite marionnette Erdogan? Parce que je suis désolé, enfin, c'est pas Erdogan qui fait la pluie et le beau temps. Hein. Il fait des actions qu'on lui demande de faire. Alors, je crois que le contacté Cobra, dont on va parler un petit peu plus tard, il parlait pas de la faction jésuite qui était derrière un petit peu tout ça là, le gouvernement turc.
Alors moi, j'ai pas souvenir des jésuites, mais j'ai souvenir qu'ils disaient que la Kabbale était fortement implantée en Turquie. Je crois que j'avais vu ça il y a peut-être une année, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Hmm. Enfin, je sais pas ce que toi, ce dont tu t'en souviens. Bah, enfin, pas précisément, mais disons que, enfin, on avait tous vu le putsch contre Erdogan comme quelque chose d'éminemment positif, justement. Mm. Cindy, tu voulais pas nous dire quelque chose à ce sujet-là, parce que je crois qu'à une époque, Oui, parce que Cobra, à une époque, avait dit que peu avant l'événement, il se passerait quelque chose de très rapide en Turquie. une escalade, quoi. Voilà, une escalade très courte, très intense. C'était ses propres mots, très courte, très intense. Et à l'époque, on avait cru que c'était ça, justement, le petit putsch, là, Hmm. qui avait eu lieu. Donc, tout le monde s'était emballé et finalement, c'était pas ça. Donc, quand il se passe un truc en Turquie, ça emballe tout le monde, mais Enfin, tout le faut mieux monde, prendre un petit peu de recul. Enfin, ça emballe la communauté, justement, les ouais. gens qui suivent un petit peu tout ce qui est Mm. divulgation et compagnie, parce que voilà, parce qu'on a ces informations. Ouais. Bon. Ouais, d'accord. Mais là, accessoirement, là, ce dont je raconte, ça se passe pas en Turquie. Donc, est-ce que ça rentre dans l'analyse? Ha, ha. Ça se passe, c'est Ayman de la Turquie, mais ça se passe pas directement en Bah, Turquie. tout est lié puisque tout est très subtil en enchaînement. C'est très stratégique, hein, les actions de la cabale. C'est toujours très stratégique. Tout est lié d'une façon ou d'une autre. C'est pas toujours très clair, mais tout est lié. Tu Ouais. voulais nous apporter des éléments complémentaires encore, Jonathan, sur ce sujet, ou on peut passer à quelque chose de plus léger? Ouais, bah oui, pour finir, c'est pas que l'aspect diplomatique et l'aspect géopolitique, le rapprochement de la Turquie par rapport à l'Est, c'est aussi économique. Il y a eu des rapprochements économiques avec la Russie, la Chine et surtout la Russie d'ailleurs. Et la Turquie s'est de plus en plus isolée de l'axe Union européenne et américain, et aussi Israël. Maintenant, Israël c'était déjà assez tendu. Donc voilà, je persiste quand même à dire que malgré le flou de ces actions, on a du mal à percevoir exactement le but in fine. Je pense qu'il y a quand même un jeu de billard à trois bandes, et la Turquie, n'importe qui, hein, bon, tout le territoire n'est pas surveillé par les Russes, mais une bonne partie de l'espace aérien et même au sol est calibré par les Russes. Hein. Tu peux pas faire ce que tu veux en Syrie sans l'accord des Russes. Donc, je pense que les Russes doivent être au courant et ont donné leur accord. Donc après, je sais pas exactement dans quel ordre de mesure, pour quelle finalité non plus. Mais je pense que peut-être, hein, là j'ai mis une hypothèse, c'est une spéculation, et peut-être que les Russes utilisent les Turcs, enfin ils se laissent utiliser aussi, euh, pour faire des actions qu'eux ne peuvent pas faire parce qu'ils sont tellement diabolisés dans les médias et Mm. dans les relations diplomatiques avec les Américains que s'ils prenaient certaines actions par rapport aux Kurdes, vu que les Kurdes ont une meilleure image que Daesh, enfin moins, ça reste à nuancer, mais quand même globalement pour les médias occidentaux une meilleure image que Daesh, largement même, ils pourraient pas les virer quoi, du territoire. Quoi. Et on sait qu'officiellement, les Russes ont déjà fait des propositions aux Kurdes en disant bon, voilà, on vous accorde peut-être une meilleure autonomie en Syrie, mais vous êtes fidèle au régime de Bachar al-Assad, etc. Et cette proposition a été refusée. Et ça, c'était il y a quelques grosses semaines, c'était peut-être un mois et demi, 2 mois. Donc, ça a probablement un rapport. Et encore une fois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, hein, n'importe qui d'ailleurs. Il y a beaucoup de S-300, il y a maintenant beaucoup plus de S-400, des systèmes antiaériens en Syrie, et ces Russes, ces appareils-là, je crois que le S-400 est le système antiaérien le plus performant au monde. Mm. Euh, donc voilà, on sait qu'ils ont aussi repositionné tous leurs 400 en Syrie, là, depuis quoi, peut-être 3 semaines. Donc voilà, je pense pas que... Pour moi, je pense que c'est fait sous la coupe des Russes. Je peux me tromper, hein, là, ça reste de l'ordre de la spéculation, mais Ouais, je mais pense. alors, et si les Russes sont conseillés par les Pléiadiens, Oui, comme disent exactement. certains, ça veut dire que les Pléiadiens auraient donné leur accord à ce genre de manœuvre? Oh! Bah, en général, les Russes, quand ils ont une certaine technologie, c'est toujours avec un coup de pouce des Pléiadiens. Donc, je Alors, pense que... les Pléiadiens, pour nos auditeurs, bon, Ah oui. non, on n'a pas fumé la moquette avant cet enregistrement. Les Non, non. Pléiadiens, en fait, c'est une race d'êtres qui viennent des Pléiades, de la constellation des Ouais. Pléiades, et qui Une participent. civilisation extraterrestre technologiquement et spirituellement avancée, Et qui est plus pas très loin avancés de que la nous, nôtre. qui Voilà. vient des Pléiades.
Ouais. Et ils sont positifs, ne vous inquiétez pas. Et ils sont en contact avec pas mal de gens sur la planète, sur la surface de la Surtout les planète, Russes. et notamment les Russes. Ouais. Bon, Les Russes au niveau de la surface et le mouvement résistance au niveau sous la surface. on a un peu élevé le débat, Jonathan, tu nous Mm. excuses, hein, un peu plus vers Non, les. non, bah la transition est un peu rapide, mais c'est tout à fait. Enfin, moi, ça me parle, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, je renvoie un très Mm. bon article de Vétéran Today, Vétéran Mm. Today sur le sujet, qui avait fait un article comme quoi la Russie était soutenue par des. Mm. Alors, c'était pas par des forces extraterrestres, mais qu'ils utilisaient des technologies extraterrestres. Mm. Mhm. Ouais, Alors, tout à je crois fait. que c'était formulé comme ça, et l'article était vraiment très bon. Je sais pas s'il a été traduit en français depuis. Mais... Vétéran Today, en fait, c'est une association d'anciens combattants des États-Unis qui est extrêmement influente aux États-Unis, hein, si Mm. je ne me trompe. Oui, c'est Mm. des vétérans de la guerre du Vietnam et autres, Voilà. etc. Donc Ouais. voilà, comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est un peu le journal officiel, on va dire, des militaires positifs américains, si on peut le Voilà, vulgariser comme ça. exactement. Mhm. Très bien, Et merci. généralement, c'est des gens qui ont vraiment de très bonnes informations. Ouais, ouais, super. Mm. Bon, en tout cas, moi, j'ai besoin de m'élever un petit peu là après tout ce qui a été dit parce que c'est vrai qu'il faut reprendre un petit peu ces vibrations d'origine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Cindy, là, pour nous élever un petit peu? On va peut-être parler de la super lune bleue de sang qui va avoir lieu ce 31 janvier 2018. Ah oui, Hein, à ne pas louper parce que la prochaine, ce sera pas avant le 31 janvier 2037. sérieux? Donc ça, oui, sérieux, oui, apparemment, oui. D'accord, donc c'est la méditation du siècle. Enfin, pas du tout. Alors, il y Presque. en a deux. Il y a deux méditations prévues de ce jour-là, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une super lune bleue de sang? Donc, la super lune, elle est bleue parce que c'est la deuxième pleine lune du mois, et de sang parce que soit elle se teinte de bleu ou de rouge suivant le point d'observation. Et forcément, lors de cette super pleine lune bleue, on a de fortes énergies purificatrices dont on peut tirer parti, notamment à travers les méditations. Donc, il y a deux méditations qui circulent pas mal sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors, attention à adapter suivant votre fuseau horaire. Donc, moi, je me suis basée sur l'heure de Paris. Donc, on en a une qui est à 14h11. C'est la méditation classique de la super lune bleue. Et on en a une autre qui est à 14h29, heure de Paris, qui, elle, s'accompagne d'une annulation des contrats négatifs d'âme pour être un être souverain libre, comme on dit parmi la communauté spirituelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des énergies qui sont fortes et purificatrices? Donc, c'est simple. Donc, on a l'orbite de la Lune qui est au plus proche de la Terre. Donc, la Lune, elle apparaît dans le ciel plus claire et plus grande. Et comme tout le monde le sait, la Lune a une influence sur la vie terrestre. Donc la Lune interagit avec les marées et les créatures vivantes, aussi bien animales, végétales ou humaines. Donc ça a des conséquences émotionnelles et énergétiques. Et si on a une éclipse, ça veut dire qu'on a aussi un alignement Soleil, Terre, Lune. Ouais, en gros, oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Et ces Et alignements, en fait, l'intensité, ça dépend où on se trouve aussi sur la planète parce qu'en fait, elle sera pas visible partout. Et elle sera, si je me trompe pas, elle sera pas visible en France. C'est pas un phénomène visible partout. alors elle ne sera pas visible. Pour autant, les aspects énergétiques de cette pleine Lune, on en bénéficiera de toute façon, même si elle n'est pas visible. Oui, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est pour ça qu'on organise, lors de ces événements cosmiques spéciaux, ce qu'on appelle des méditations de masse. Alors, qu'est-ce qu'une méditation de masse? Donc, une méditation de masse, en gros, c'est on donne rendez-vous à un horaire précis, un horaire le même partout sur la planète, pour qu'il y ait un maximum de gens au même moment qui méditent sur la même pensée pour que celle-ci se matérialise dans la réalité. Donc, on appelle ça l'effet Maharishi. Maharishi, mais c'est Oui. bien sûr, vous avez tous entendu parler de Maharishi. Oui, Maharishi, et il y a un scientifique qui s'est penché là-dessus, c'est Greg Braden. On vous mettra des liens en complément de cette vidéo pour que vous puissiez faire de plus amples recherches à ce sujet. Parce que quand on fait une méditation de masse, ces effets ont un impact élevé sur l'ensemble de la planète dans les 36 heures. Donc, on peut faire des méditations pour qu'il y ait des conflits moins importants dans une région précise. C'était le cas lorsqu'il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles avec les ouragans. Et là, on va essayer de tirer parti des énergies positives liées à cette lune bleue. Et alors, il faut introduire le site internet We Love Mass Meditation pour Voilà. que nos auditeurs aillent voir sur ce site pour participer à ces méditations. Oui, parce qu'il y a différentes méditations pour plusieurs choses,
sur tous les jours de la semaine à différents horaires. Donc, il y a un site où on les regroupe toutes, c'est We Love Mass Méditation. On vous mettra encore le lien en complément de cette vidéo. Et sur le site, en haut à droite, vous pouvez changer la langue. Comme ça, les articles ils sont diffusés pour vous expliquer les différentes méditations dans plusieurs langues. Donc voilà, pour que vous puissiez choisir vous-même votre méditation, celle qui vous conviendra le mieux. Parce que chacun, selon son ressenti et ses motivations, peut choisir sa méditation. Pardon. Très bien. Car les méditations de masse ont plusieurs effets. Ça a des effets personnels pour chacun d'entre nous, au niveau individuel et collectif, et évidemment au niveau social, et aussi, grâce aux énergies cosmiques, ça a des effets au niveau universel. Très bien, très bien. Donc, rejoignez-nous à ces méditations mondiales, comme ça Oui. vous travaillez pour vous, mais aussi pour la planète. C'est formidable, tout en restant dans votre canapé. Et je les relis moi-même dans un de mes groupes, Méditation mondiale de libération planétaire, en complément de mon premier groupe, Préparez-vous au changement et vivez la révolution vibratoire. Et là, tu parles de groupe Facebook. Oui, groupe Facebook. Voilà, c'est bien de le préciser. Donc, on mettra les liens également. Bon, Oui. bah, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous reparler justement on a évoqué Cobra. Malheureusement, dans l'actualité énergétique, là, on a un événement dramatique puisque la compagne en fait de Cobra, Isis, qui porte le nom Isis Astara, en fait le surnom, a eu vraisemblablement un grave accident et est en train de quitter la planète Terre. Tu pourrais nous redire en 2 mots, Cobra, qui c'est? Alors Cobra, en fait, c'est un peu un nom de code qui veut, en anglais, qui veut dire en français percé par compression. Donc c'est une personne qui représente le mouvement de la résistance, donc qui coordonne différentes actions pour mener à la libération planétaire. Donc ce représentant a une femme, Isis Astara, qui l'accompagne sur Terre pour différentes missions terrestres et énergétiques. Et d'ailleurs, Isis avait un des rôles clés énergétiquement pour notre planète. Rôle qu'elle va bien sûr continuer au-delà du voile, au niveau un peu plus spirituel. Donc Cobra, qui est lui-même pléiadien, puisqu'on parlait des Russes et des pléiadiens il y a quelques minutes. Donc Cobra, malheureusement, est endeuillé, et par-delà même la communauté de la lumière aussi, même si nous savons que la vie ne s'arrête pas à la mort, évidemment. Donc il y a pas mal de vidéos hommages qui circulent pour Isis, y compris une méditation pour l'accompagner sur le plan plasmatique, enfin, au-delà du voile. Oui. Donc voilà. Et en fait, c'est cette personne, donc qui est la compagne de Cobra, c'est aussi un symbole. Donc elle animait beaucoup d'ateliers justement pour réveiller le divin féminin en fait chez la femme. Et en fait, c'est le symbole parce que cette ascension planétaire dont nous parlons, c'est aussi le retour du divin féminin qui a été opprimé en fait pendant des millénaires sur la Terre. Et elle incarne cela. Et c'est vrai que c'est pour ça que cet événement nous frappe durement. Même si on ne connaît pas forcément cette personne, c'est tout ce qu'elle incarne, le symbole qu'elle incarne. Et on va vous montrer un petit extrait pour terminer justement ce décodage. Un petit extrait d'une vidéo hommage qui a été fait pour elle. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si je bascule sur cette petite vidéo hommage. Moi, j'ai une mini question qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet précédent. En ce qui concerne la Lune, est-ce que si on est dans un endroit de la Terre où on peut voir l'effet visuel de la Lune, donc la Lune bleue ou sur différentes couleurs, est-ce qu'il y a les énergies sont plus fortes à ces endroits-là ou c'est pareil partout? Normalement, c'est plus fort quand tu peux la voir. Parce que si elle est voilée d'une manière ou d'une autre ou que tu peux pas la voir, c'est beaucoup. Et c'est aussi plus fort à certains points énergétiques sur la planète. D'accord, ok. Merci. Mais parce que si on s'expose directement aux rayons de la Lune quand elle est bien visible dans le ciel, évidemment, ça a plus d'influence. C'est comme le Soleil, en fait. Ouais, mais nous, on la verra pas, la Lune, en France. Normalement, elle n'est pas visible. Si je me trompe pas, elle n'est pas visible. Il y a des cartes qui circulent pour nous montrer à quel fuseau horaire elle sera visible et à quels endroits de la Terre. Mais si je me trompe pas, nous, elle sera pas visible. Enfin, au niveau de la France, en tout cas. On n'a pas de bol, c'est rarement visible chez nous. Les éclipses, les machins et tout, c'est chiant.
Oui, mais on a les énergies. Moi, j'aime bien faire la comparaison justement quand il y a des alignements comme ça d'astres avec un système optique, hein, une lunette astronomique ou un télescope qui font justement qui condensent la lumière, donc les photons. Et en l'occurrence, on sait que les astres ont des corps plus subtils, hein, c'est pas juste de la matière. Mm. Et il y a des échanges énergétiques qui se font aussi entre les astres. Et quand on a des alignements comme ça, justement, ça crée des résonances particulières, des renforcements particuliers qui fait que justement, quand on médite en plus, ça redouble la puissance de notre méditation et de notre intention en bénéficiant de cet effet d'alignement d'optique, quoi. En fait, les astres jouent comme un peu des lentilles d'optique, sauf que là, on ne parle pas de photons à proprement parler, on parle plus de tachyons ou de ces particules superluminiques qui sont du domaine de la spiritualité. Ouais, ou alors c'est comme une plomberie cosmique, quoi. Sauf que quand les tuyaux sont bien alignés, c'est pas du flux ou de la flotte de l'eau qui passe, c'est de l'énergie. C'est ça. Voilà. Ouais, et ça passe mieux, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc pour terminer cette petite discussion, je vous partage la vidéo d'Isis en hommage à Isis. Alors, il y a des petits commentaires en anglais. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà, cette vidéo est terminée et on lui souhaite de franchir le voile, de sortir de cette matrice de mensonges et d'illusions dans laquelle nous vivons encore pour quelque temps, le plus court possible, le plus court soit-il. Nous la retrouverons. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission et à la prochaine. Au revoir, Jonathan. Au revoir Cindy. Salut. Au revoir tout le monde.